Tu n'es plus qu'une bouche inutile, Adrienne. Une ombre qui traîne ses vieilles nippes dans mes pattes et qui empeste la misère à 10 mètres, me lança ma belle-fille Margot en franchissant le seuil de mon modeste appartement. Elle n'avait pas encore retiré ses lunettes de soleil de marque, mais je pouvais deviner son regard chargé de mépris derrière les verres fumés. Elle se tenait là au milieu de mon petit salon, comme une reine égarée dans un taudis, alors que chaque meuble, chaque bibelot ici racontait une vie de travail et de dignité. Elle ne savait pas que ce dépouillement n'était qu'un voile, une mise à l'épreuve qu'elle était en train de rater lamentablement. Ils croyaient tous que la mort de mon mari Marcel m'avait laissé sur la paille ruinée par des dettes imaginaires que j'avais moi-même inventées. Mais la vérité dormait dans des coffres et des actes notariés qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Et j'attendais simplement de voir qui, dans ma propre famille, méritait encore de porter notre nom. Un premier indice de ma véritable vie brillait pourtant sous mes gants de ménage usés, une bague de famille d'une valeur de plusieurs millions d'euros, que j'avais oublié d'enlever, mais elle était trop occupée à s'admirer pour remarquer l'éclat du diamant. Le bruit de la machine à laver, une vieille carcasse qui vibrait contre le carrelage de la cuisine, emplissait le silence pesant qui suivit son insulte. Je continuais de frotter une chemise à la main, dans le vieux lavabo en faïence, sentant l'odeur âcre du savon de Marseille monter à mes narines. C'était une odeur que j'aimais, une odeur de propre et de simplicité, mais pour ma belle-fille Margot, c'était l'odeur de la déchéance. Elle fit un pas de côté, évitant de toucher le dossier d'une chaise avec son manteau en cachemire. Je la regardais du coin de l'œil. Elle était élégante d'une élégance froide et coûteuse, payée par le labeur de l'homme qu'elle prétendait avoir oublié dès que le cercueil avait été descendu en terre. « Ouvre les fenêtres, par pitié, Adrienne !» s'exclama-t-elle en agitant une main manucurée devant son nez. « On étouffe ici. Comment peux-tu vivre dans une telle puanteur de renfermé et de pauvreté ? C'est insultant pour le nom que tu portes. Enfin, pour ce qu'il en reste. » Elle s'approcha du petit buffet en chêne, où trônait une photographie de Marcel, mon défunt mari. Elle ne lui accorda pas un regard préférant inspecter la poussière imaginaire sur le cadre. Je redressai mon dos fatigué, essuyant mes mains humides sur mon tablier délavé. Les tissus des années 90 que je portais étaient rêches, mais ils me rappelaient une époque où la valeur d'une personne ne se mesurait pas au prix de son sac à main. Le quartier était calme en ce milieu de matinée. On n'entendait que le cri lointain d'un marchand de journaux et le ronronnement des voitures sur le boulevard. Mon fils Bastien apparut enfin dans l'encadrement de la porte, le regard bas fuyant le mien, comme s'il avait honte de la femme qu'il avait mis au monde. Il restait planté là, les mains dans les poches, la silhouette un peu voûtée par la domination constante de son épouse. C'était mon fils, mon unique enfant, et le voir ainsi réduit au silence par la peur de déplaire à une femme superficielle me brisait le cœur bien plus que n'importe quelle insulte. « Maman, » commença-t-il d'une voix hésitante. « Tu sais que Margot organise une réception importante à la propriété de Bordeaux ce week-end. C'est un moment crucial pour sa carrière dans la mode. » Je le coupai d'un geste de la main, le voyant s'embourber dans des excuses qu'il n'avait pas le courage de formuler clairement. Il pensait sincèrement que j'étais ruinée, que l'héritage de son père s'était envolé dans des placements hasardeux. Je l'avais laissé croire à cette fable pour tester sa loyauté. Et chaque jour qui passait me montrait que sa colonne vertébrale s'était évaporée en même temps que mon prétendu compte en banque. Ma belle-fille Margot n'avait pas la patience de Bastien. Elle se tourna vers moi, un sourire cruel étirant ses lèvres peintes d'un rouge trop vif. « Écoute-moi bien, Adrienne. Puisque tu n'as plus un sou et que tu passes tes journées à astiquer tes vieux meubles inutiles, tu vas te rendre utile pour de vrai.
Notre personnel habituel est débordé pour la réception de dimanche. Tu viendras à la villa de Bordeaux. On a besoin de quelqu'un pour la plonge, le repassage des nappes et le service discret dans les cuisines. Ça t'évitera de mendier pour ton prochain loyer. Je sentis une pointe de colère monter, une chaleur ancienne, qui me rappelait qui j'étais vraiment. Moi, la femme qui avait co-dirigé un empire de transport avec Marcel pendant 40 ans. Moi qui avais signé des contrats de plusieurs millions dans des bureaux feutrés à Paris, pendant que cette petite fille apprenait encore à assortir ses chaussures. Mais je ne dis rien. Je baissais les yeux jouant le rôle jusqu'au bout. La vengeance est un plat qui se déguste dans le calme d'un salon de thé, pas dans l'emportement d'une cuisine de banlieue. C'est une proposition très généreuse, Margot, murmurai-je en feignant la soumission. Mais je ne suis plus très jeune, mes jambes me font souffrir. Est-ce vraiment ma place ? Mon fils Bastien fit un pas en avant, sans doute pris d'un reliquat de conscience. Margot, ce n'est peut-être pas une bonne idée. C'est ma mère tout de même. On ne peut pas lui demander de faire les corvées devant nos invités. Ma belle-fille se tourna vers lui, avec une fureur contenue, qui le fit reculer instantanément. Ta mère est une charge, Bastien. Une charge financière et sociale. Si elle veut continuer à recevoir ton aide pour ses médicaments et son chauffage, elle doit travailler. C'est ça la vie réelle. Pas tes souvenirs d'enfance dorés. Elle se tourna de nouveau vers moi, sortant de son sac un poudrier en or. Elle se poudra le nez avec une arrogance tranquille, comme si elle venait de régler un détail insignifiant. On part ce soir. Tu seras prête. Et ne t'avise pas de porter ces loques. Je te trouverai un tablier propre. Tu resteras dans l'ombre au sous-sol. Je ne veux pas que mes amis voient la mère de mon mari dans cet état. Ça ferait désordre. Après leur départ, le silence de l'appartement me parut soudain plus léger, presque complice. Je m'assis à la petite table de la cuisine, mon vieux cœur battant un peu plus vite que d'habitude. Je retirai le gant de caoutchouc de ma main droite. Là, dans la lumière pâle qui filtrait par la fenêtre, le diamant de mon alliance, un solitaire de 6 carats, jeta des éclats de feu sur les murs décrépits. Je l'avais caché sous le gant tout le long de leur visite, une petite étincelle de vérité au milieu de leurs mensonges. Ils me croyaient pauvre, démuni, prêt à ramper pour une poignée d'euros. Ils allaient apprendre que le pouvoir ne réside pas dans ce que l'on montre, mais dans ce que l'on possède en silence. Je saisis le vieux téléphone à cadran qui trônait sur le guéridon de l'entrée. Mes doigts tremblaient légèrement, non pas de peur, mais d'anticipation. Je composais un numéro que je connaissais par cœur, un numéro qui ne figurait dans aucun annuaire public. Après 2 sonneries, une voix grave et assurée répondit à l'autre bout du fil. Maître Beaumont à l'appareil. « Est-ce vous, madame ?» Je pris une profonde inspiration, redressant mes épaules, sentant la force revenir en moi. « Oui, maître Beaumont, c'est moi, Adrienne. Tout est prêt pour la réception de dimanche à la villa de Bordeaux. » La voix du notaire maître Beaumont se fit plus basse, presque respectueuse. « Tout est en ordre, madame. Les documents sont prêts, les transferts de propriété sont bloqués, comme vous l'avez demandé. Et les relevés de compte de votre belle-fille ont été analysés. Elle a contracté des dettes importantes, au nom de votre fils, des montants considérables, pour financer son train de vie. » Je hochai la tête seule dans mon salon, comme si mon interlocuteur pouvait me voir. « Très bien. Laissez-les s'installer dans leur illusion de grandeur pour quelques heures encore. Je serai là-bas dans les cuisines. Je veux tout voir, maître Beaumont. Je veux voir leur vrai visage quand ils croiront que personne ne regarde. » La bague à mon doigt semblait peser plus lourd maintenant, comme le sceau d'une sentence à venir. Je savais que ce qui allait se passer à Bordeaux changerait tout. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question de respect et de mémoire. Marcel n'avait pas bâti cet empire pour qu'une opportuniste comme Margot le dilapide en méprisant ceux qui l'avaient construit.
Mon fils Bastien devait lui aussi apprendre sa leçon. La faiblesse a un prix, et le sien serait de voir la réalité en face. Le soir tomba lentement sur Paris. Je préparais une petite valise, y glissant quelques affaires simples. Je ne prenais rien qui puisse trahir ma condition. En haut de ma pile de vêtements, je posais une vieille photo de Marcel et moi, prise lors de l'inauguration de notre premier entrepôt à Gennevilliers. Nous étions jeunes, nous avions les mains sales de cambouis, mais nous avions les yeux brillants d'ambition et d'amour. C'était cette Adrienne-là qui partait pour Bordeaux, pas la vieille femme fatiguée que Margot pensait pouvoir piétiner. Alors que je fermais la porte de mon appartement, je vis une ombre glisser sous le tapis de l'entrée. C'était un pli recommandé déposé là sans doute plus tôt dans la journée. Je l'ouvris rapidement. C'était une mise en demeure pour des factures d'électricité impayées. Je souris tristement. Margot avait dû intercepter mon courrier et saboter mes paiements pour me mettre davantage sous pression, pour me forcer à accepter son offre de travail humiliante. Elle jouait aux échecs avec une enfant, pensait-elle sans savoir qu'elle faisait face au grand maître. En sortant de l'immeuble, je trouvais la grosse voiture noire de mon fils, garée le long du trottoir. Margot baissa la vitre, me jetant un regard agacé. « Tu es en retard de 5 minutes, Adrienne. On n'a pas toute la nuit. Monte derrière et essaie de ne pas salir le cuir avec tes sacs. » Je montais en silence, m'asseyant sur la banquette arrière, juste derrière mon fils Bastien, qui fixait le volant sans dire un mot. Le moteur vrombit, et la voiture s'élança dans les rues de Paris, quittant le quartier pour l'autoroute du Sud. Tout au long du trajet, Margot ne cessa de parler de ses projets, de la liste des invités prestigieux, des ducs, des capitaines d'industrie et des journalistes de mode qui seraient présents. Elle décrivait la villa de Bordeaux comme si elle lui appartenait de plein droit, comme si chaque pierre de cette demeure de XVIIIe siècle avait à s'apposer pour sa gloire personnelle. Elle ignorait que chaque kilomètre nous rapprochait d'une vérité qu'elle ne pourrait pas supporter. Arrivée à la villa en pleine nuit, la bâtisse se dressait majestueusement sous la lune, entourée de ses vignobles silencieux. C'était ma maison, l'endroit où j'avais passé mes plus beaux étés avec Marcel. Margot descendit de voiture et me lança un trousseau de clés, non pas celui de la porte principale, mais celui de l'entrée de service, situé près des cuisines. Tu dormiras dans la petite chambre, sous les toits celle des domestiques. Sois prête à 5 heures demain matin. Les livraisons commencent tôt, et je veux que les argenteries brillent comme jamais. Elle me tourna le dos sans attendre de réponse, laissant mon fils porter ses valises vers le grand escalier. Je restai un instant seule dans la cour de gravier, le vent frais de la nuit, caressant mon visage. Je regardais les fenêtres éclairées de la villa, cette maison que j'avais moi-même décorée avec tant de soin. Sous mes gants de coton bon marché, je sentis à nouveau le relief de ma bague de famille. Je pensais aux mots de Marcel juste avant qu'il ne s'éteigne. « Adrienne, les gens ne se révèlent jamais mieux que lorsqu'ils pensent que tu n'as plus rien à leur offrir. » Il avait raison. La pièce allait commencer et le premier acte se terminait sur cette image de moi, debout dans le noir, prête à entrer par la porte de service de ma propre demeure. Le froid de 5 heures du matin s'était glissé sous ma porte de service, une morsure glacée qui me rappelait ma condition de domestique dans ma propre demeure. Je n'avais pas dormi, ou si peu hantée par le souvenir des réceptions que Marcel et moi organisions ici même à la villa de Bordeaux, quand les rires étaient sincères et que le vin coulait pour célébrer l'amitié plutôt que l'ambition. Je me levai et enfilai le tablier de coton épais que ma belle-fille Margot m'avait laissé la veille. Il était trop large d'un gris triste et sentait la lessive bon marché. Je descendis les marches étroites de l'escalier dérobé pour rejoindre les cuisines, où l'agitation commençait déjà.
L'odeur du café fort et celle du pain frais emplissaient tout l'espace, mais je n'avais pas le droit de m'asseoir. Il fallait polir l'argenterie, vérifier chaque verre à pied, s'assurer que le cristal ne portait aucune trace de doigt. Ma belle-fille Margot fit son apparition vers 10 heures, déjà parfaitement coiffée et vêtue d'un peignoir en soie blanche. Elle déambulait entre les plans de travail comme un général inspectant ses troupes, le visage fermé par la tension. Elle s'arrêta devant moi, pointant du doigt un plateau de canapé que je venais de disposer. « Adrienne, c'est médiocre, » trancha-t-elle d'un ton sec. « Alignez-les mieux. On ne reçoit pas des gens ordinaires. Aujourd'hui, on reçoit l'élite. Ne donnez pas l'impression qu'on a engagé une amatrice. » Je ne répondis rien, me contentant de hocher la tête, les doigts crispés sur le rebord du plateau. Mon fils Bastien était juste derrière elle, un verre de jus d'orange à la main. Il évitait soigneusement mon regard, ses yeux fixés sur les carreaux de faïence du mur. Il semblait avoir vieilli de 10 ans, en une nuit, sa lâcheté pesant sur ses épaules, comme une chape de plomb. Le soir tomba enfin, et avec lui arrivèrent les premières voitures de luxe. Le crissement du gravier sous les pneus haut de gamme résonnait dans la cour comme une marche funèbre. Je fus envoyé en salle chargée d'un plateau de cristal, portant des coupes de champagne millésimées. Les lustres de la grande salle de réception des pièces uniques que Marcel avait fait venir de Venise il y a 20 ans brillaient de 1000 feux, jetant des reflets dorés sur les robes de bal et les smokings. Ma belle-fille Margot rayonnait au centre de la pièce, jouant la maîtresse de maison accomplie, s'exprimant avec une aisance feinte, dans un français trop châtié pour être naturel. Elle serrait des mains, distribuait des sourires calculés, tout en gardant un œil vigilant sur mon manège. Je m'approchais d'un groupe de convives, le bras tremblant sous le poids du plateau. Parmi eux se trouvaient d'anciens associés de mon mari des hommes, que j'avais reçus à ma table pendant des décennies. Je craignais qu'ils ne me reconnaissent. Mais avec mon tablier, mes cheveux gris, noués en un chignon strict, et mon regard baissé, j'étais devenue invisible. Pour ces gens-là, le personnel n'a pas de visage. Mais ma belle-fille Margot ne voulait pas me laisser cette discrétion. Alors qu'un invité s'enquérait de mon identité, en me voyant servir avec une étrange précision, elle s'approcha en riant, une main posée sur le bras de l'homme. Oh, ne faites pas attention, c'est une lointaine parente, une tante de province, qui a eu des revers de fortune. Glissa-t-elle d'une voix assez forte pour être entendue par tout le cercle. Nous l'hébergeons par charité chrétienne, et elle nous aide un peu pour s'occuper l'esprit. C'est tellement triste de perdre tout son sens moral avec son argent, n'est-ce pas? Le mépris dans sa voix était une insulte plus cuisante qu'une gifle. Je sentis le sang affluer à mes joues, mais je restais de marbre. Je continuais mon service, circulant entre les invités comme un spectre. Mon fils Bastien se tenait près du buffet discutant avec le notaire Maître Beaumont, qui m'adressa un clin d'œil imperceptible quand je passais près de lui. Beaumont était le seul ici à connaître la vérité, le seul à savoir que cette ville-là, ce vin et même les bijoux que Margot portait fièrement appartenaient légalement à la parente pauvre qui servait le champagne. L'ironie de la situation me donnait la force de continuer de supporter les remarques désobligeantes et les regards hautains des convives qui se plaignaient que les boissons n'étaient pas assez fraîches. L'incident se produisit vers 22 heures. La musique de chambre emplissait le salon et l'atmosphère était à son comble. Je portais une bouteille de vin rouge, un grand cru de notre propre domaine, pour servir une table près de la cheminée. Un invité, un homme un peu trop éméché par les bulles, se recula brusquement pour rire à une blague percutant mon épaule. Le choc fut léger mais suffisant pour me faire perdre l'équilibre. La bouteille bascula
et un flot de vin pourpre sombre comme du sang s'abattit sur la robe de soie immaculée de ma belle-fille Margot, qui passait juste à ce moment-là. Un silence de mort tomba instantanément sur la pièce. La tache s'étendait avec une rapidité effrayante sur le tissu précieux, ruinant la tenue de plusieurs milliers d'euros en quelques secondes. Margot laissa échapper un cri de rage pure, un son animal qui brisa son masque de femme du monde. Elle se tourna vers moi, le visage déformé par une haine qu'elle ne cherchait plus à cacher. « Espèce d'imbécile !» rugit-elle alors que les invités s'écartaient pour ne pas être éclaboussés. « Regarde ce que tu as fait. Tu sais ce que coûte cette robe. Plus que ce que tu ne gagneras jamais en 10 vies de ménage. Avant que je ne puisse esquisser un geste ou bafouiller une excuse, sa main partit avec une force surprenante. Le claquement de la gifle résonna dans toute la salle, faisant sursauter les serveurs et figer les invités. Ma tête bascula sur le côté, une douleur cuisante, embrasant ma joue, tandis que le goût métallique du sang envahissait ma bouche. « Casse-toi dans la cuisine !» continua-t-elle en pointant la sortie avec un doigt tremblant de fureur. « Tu es une incapable, une parasite, un déchet que j'ai eu l'erreur de ramasser par pitié. Ne remets plus jamais les pieds ici devant mes invités. Va balayer les ordures dans la cour, c'est ta seule utilité. Va-t'en, mon fils Bastien, fit un pas vers nous, les lèvres tremblantes. Mais Margot lui jeta un regard si féroce qu'il se pétrifia sur place. Il resta là, lâchement immobile, regardant sa mère se faire humilier devant tout ce que la région comptait de notable. Les murmures commencèrent à s'élever, des rires étouffés, des commentaires sur la maladresse de la vieille. Je me redressai lentement, ignorant la douleur qui lançait dans ma mâchoire. Je posai calmement la bouteille vide sur une table basse, mes mouvements redevenant soudainement ceux de la maîtresse de maison que j'avais toujours été. Je ne baissai plus les yeux. Je fixai Margot, plongeant mon regard dans le sien, avec une sérénité qui sembla la déstabiliser un court instant. Un invité plus âgé, Monsieur de Vigny, un ancien partenaire de Marcel, qui n'avait rien dit jusque-là, s'approcha d'un pas hésitant. Il fronça les sourcils en m'observant de plus près, la lumière du lustre révélant enfin mes traits, sans le filtre du mépris social. « Attendez une minute », murmura-t-il, la voix empreinte de doute. « Je connais ce visage. Cette prestance. Est-ce possible, Adrienne ? Est-ce bien vous, la reine de la compagnie des transports ?» Ma belle-fille Margot laissa échapper un rire nerveux, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Monsieur de Vigny, vous avez trop bu, c'est évident. Cette femme n'est personne. C'est une servante, rien de plus. » Je sortis de ma poche un mouchoir de dentelle blanche, un dernier vestige de ma vie passée que j'avais gardé sur moi, et j'essuyai délicatement la tache de vin qui maculait le coin de mes lèvres. Je souris, un sourire froid précis, celui d'une prédatrice qui vient de voir sa proie tomber dans le piège. « Tu en es sûre, Margot ?» murmurai-je d'une voix claire qui porta jusqu'au fond de la pièce. « Tu es sûre que je suis celle qui doit partir ? Parce qu'après ce soir, ma chérie, c'est toi qui vas devoir apprendre à balayer les ordures et à chercher un emploi pour survivre. » Le silence qui suivit fut plus lourd que toutes les insultes du monde. Je me détournai sans accorder un regard de plus à mon fils Bastien, dont le visage était désormais livide. Je marchais vers la sortie, le dos droit, la tête haute, sentant les yeux de l'assemblée peser sur moi. En franchissant la porte menant aux cuisines, je savais que l'heure de la mise en scène était terminée. Le rideau tombait sur mon rôle de victime, et le prochain acte n'appartiendrait qu'à la justice froide des chiffres et des lois. La nuit était encore jeune, et Maître Beaumont m'attendait déjà dans l'ombre du jardin. Je refermai la porte de service derrière moi avec une douceur qui contrastait violemment avec le tumulte que je laissais dans la salle de réception. Le bruit des verres et des rires forcés s'estompa,
remplacé par le silence frais et salvateur de la nuit bordelaise. Je ne courais pas, je ne fuyais pas. Je marchais d'un pas tranquille, sur le sentier de gravier contournant les buis taillés que j'avais moi-même choisis des années auparavant. Ma joue brûlait encore une pulsation sourde qui marquait le rythme de ma colère, mais mon esprit était d'une clarté absolue. Je n'étais plus la vieille parente pauvre qu'on gifle dans un élan de fureur mondaine. J'étais de nouveau Adrienne, celle qui avait bâti un empire à partir de rien. Et le jeu touchait à sa fin. Ça, au bout de l'allée sombre, bien au-delà de la lumière crue des projecteurs qui éclairaient la façade de la villa, une silhouette massive se dessinait dans l'obscurité. Une longue limousine noire attendait moteur éteint, comme un prédateur aux aguets. Dès que mes pas firent crisser les cailloux à proximité, la portière arrière s'ouvrit silencieusement. Un homme en sortit, ajustant sa cravate avec une précision de métronome. C'était Maître Beaumont, mon fidèle conseiller depuis 30 ans, l'homme qui connaissait chaque recoin de ma fortune et chaque secret de ma famille. Il s'inclina légèrement, une lueur de profonde inquiétude et de respect dans les yeux. Il avait vu de loin l'agitation dans la maison. « Madame, vous saignez », murmura-t-il en sortant un mouchoir en soie de sa poche de poitrine. Sa voix était basse, empreinte d'une gravité qui me fit du bien. Je pris le mouchoir et tamponnai ma lèvre fendue, sans sourciller. « Ce n'est rien, Maître Beaumont », répondis-je d'un ton monocorde. « Ce sang est le prix de la vérité. Ma belle-fille Margot vient de signer sa propre dochéance devant 100 témoins. » Il m'aida à monter à bord du véhicule, où la fraîcheur du cuir et l'odeur du papier de luxe me ramenèrent instantanément à mon véritable monde. Le silence à l'intérieur de la voiture était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Beaumont s'assit en face de moi, ouvrant une mallette en cuir sombre, dont les serrures en laiton cliquetèrent avec un bruit sec. Il sortit une liasse de documents, les rangeant avec soin sur la petite tablette en loupe de noyer. « Nous y sommes, madame. Voici l'acte de propriété original de la villa de Bordeaux. Comme vous le savez, cette demeure n'a jamais appartenu à votre fils Bastien. Elle est détenue à 100% par la holding Marcel et Adrienne. Le bail précaire que nous avons signé en faveur de votre fils contient une clause très spécifique, celle que vous avez exigée lors de la rédaction de l'acte de succession. Je pris les documents sentant le grain du papier sous mes doigts. Mes yeux parcoururent les lignes juridiques, ce langage froid et précis qui allait devenir mon arme la plus redoutable. La clause de dignité et de réputation lus à voix haute, ma voix résonnant étrangement dans l'habitacle de la limousine. Je me rappelais le jour où j'avais insisté pour l'inclure. Beaumont avait souri à l'époque, pensant que c'était une coquetterie de vieille femme attachée aux valeurs d'autrefois. Cette clause stipule que tout acte de violence, toute dégradation morale ou tout comportement portant gravement atteinte à l'honneur de la famille par l'un des occupants entraîne la résiliation immédiate et sans préavis du droit d'usage. Beaumont hocha la tête, sortant un stylo plume en or. La gifle que vous avez reçue, les insultes publiques, le fait de vous avoir fait passer pour une servante, tout cela est consigné. J'ai 2 attestations de serveurs que j'avais discrètement placées parmi le personnel de l'agence. Ils ont tout enregistré. Je m'adossais contre le siège, regardant par la vitre teintée les lumières de la villa qui semblaient désormais si lointaines. Un souvenir me revint alors en mémoire vif, comme une blessure ouverte. C'était Marcel, mon mari, quelques semaines avant sa disparition. Nous étions assis sur ce même siège arrière, rentrant d'un gala de charité où nous avions vu un jeune héritier traiter son chauffeur comme un chien. Marcel m'avait pris la main et m'avait dit « Adrienne, l'argent est un miroir magique. Il ne change pas les gens, il retire simplement le masque qu'ils ont été forcés de porter pour survivre.
utilisent notre fortune pour tester leur cœur, ma chère. Ne laisse jamais le métal diriger nos vies. J'avais suivi son conseil à la lettre, et le miroir me renvoyait aujourd'hui une image hideuse. Maître Beaumont m'observait en silence, attendant mes instructions. Il savait que je n'avais pas fini. « Madame, il y a autre chose, dit-il en sortant un dossier plus mince, marqué d'un tampon rouge. Concernant l'enquête financière sur les activités de votre belle-fille Margot. Elle a été très active ces derniers mois pour financer son projet de galerie de mode et sa prochaine exposition à Paris. Elle a contracté un prêt privé de 43 000 €. Le problème n'est pas le montant, mais la garantie. Elle a imité la signature de votre fils Bastien sur un acte de cautionnement solidaire. Elle a aussi détourné des fonds destinés aux charges de la villa pour payer ses fournisseurs de tissus de luxe. Je sentis une pointe de pitié pour mon fils Bastien. Sa faiblesse l'avait aveuglé au point qu'il ne voyait même pas qu'il était en train d'être dépouillé par la femme qu'il aimait. Mais cette pitié fut vite balayée par l'image de lui restant immobile, alors que sa propre mère se faisait frapper. Il devait apprendre que le silence face à l'injustice est une forme de complicité. 43 000 €, répétai-je lentement. Elle a donc ajouté le vol et la falsification à l'arrogance. C'est parfait. Cela simplifie considérablement les choses. Elle croit être une reine de la mode, elle n'est qu'une petite escroc, en talons hauts. Beaumont me tendit le stylo plume. Le document de révocation est prêt, madame. Une fois signé, il prend effet immédiatement. La police et les huissiers peuvent intervenir dès demain matin pour libérer les lieux. Je saisis le stylo, sentant son poids rassurant. Je ne tremblais pas. Ma signature fut ferme, aussi autoritaire que celle qui avait scellé la fusion de nos entreprises 20 ans plus tôt. Le destin de Margot était scellé dans cette encre noire qui séchait sur le papier blanc. Je lui rendis le dossier, un petit sourire froid se dessinant sur mes lèvres. « Faites-le, maître Beaumont. Je veux que tout soit prêt pour demain. Ne leur laissez aucune issue, aucune explication. Ils ont voulu jouer avec la pauvreté. Ils vont découvrir ce que c'est, que de n'avoir plus rien, pas même un toit sur la tête. » Beaumont rangea les papiers avec une satisfaction non dissimulée. Il aimait la justice, surtout quand elle était rendue avec une telle élégance. « À quelle heure voulez-vous que l'opération commence, madame ?» Je regardais ma montre en or, que j'avais gardée cachée dans ma valise, sous le lit des domestiques. « À 8 heures précises demain matin, répondis-je. Je veux qu'il soit réveillé par la réalité. Je veux que vous balayiez ces ordures hors de ma maison, avant que le soleil ne soit trop haut. » La limousine fit demi-tour dans un silence de cathédrale, s'éloignant de la villa vers un hôtel discret, où je passerai le reste de la nuit. Je ne me sentais pas fatiguée. Au contraire, une énergie nouvelle coulait dans mes veines. J'imaginais déjà le visage de Margot quand elle verrait ses valises de luxe sur le trottoir. Elle pensait que l'argent lui donnait tous les droits. Elle allait apprendre que le véritable pouvoir est celui de la légitimité. Je fermai les yeux pensant à Marcel. « Dors en paix, mon amour, murmurai-je pour moi-même. Le ménage commence demain. » Le soleil se leva sur Bordeaux, avec une insolence radieuse, baignant la villa de cette lumière dorée que mon mari Marcel aimait tant. Dans la chambre de maître, ma belle-fille Margot s'éveillait sans doute avec le sentiment d'une victoire totale. Malgré l'incident de la veille, malgré cette tache de vin sur sa robe, elle devait se sentir plus puissante que jamais. Elle avait giflé la vieille femme gênante, elle l'avait chassée, et elle pensait avoir ainsi purifié son royaume. Elle s'étira entre les draps de satin, rêvant déjà à son prochain coup d'éclat, cette exposition de mode qu'un mystérieux mécène s'apprêtait à financer. Elle ne se doutait pas que le réveil serait brutal et que le mécanisme que j'avais enclenché avec maître Beaumont était déjà en marche
tel un couperet silencieux prêt à tomber sur son illusion de grandeur. Le premier craquement dans son armure de certitude vint de l'extérieur. Un bruit métallique sourd et lancinant déchira le silence de la matinée. Margot, agacée par ce vacarme qui perturbait son repos, se leva et s'approcha de la fenêtre en grommelant. Elle écarta les rideaux de soie, et ce qu'elle vit la fit blêmir instantanément. En bas dans l'allée de gravier, un énorme camion de remorquage était garé. Sa rutilante voiture de sport, cette Porsche décapotable, dont elle se servait pour parader dans les rues de Bordeaux et de Paris, était déjà soulevée par les bras d'acier de la grue. « Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque ?» s'écria-t-elle en ouvrant brusquement la fenêtre. Elle n'avait même pas pris la peine d'enfiler un peignoir. Elle criait depuis le balcon, les cheveux en bataille, perdant toute cette dignité qu'elle essayait si fort de simuler la veille. Elle descendit les escaliers 4 à 4, manquant de trébucher sur ses propres pas. Arrivée dans la cour, elle se jeta presque sur l'homme en uniforme qui supervisait l'opération. « Arrêtez tout de suite !» hurla-t-elle en pointant le doigt vers le véhicule. « C'est ma voiture. Vous n'avez pas le droit de toucher à ça. C'est un vol, je vais appeler la police. » L'homme, un agent de sécurité au visage de marbre, ne scia pas. Il consulta simplement sa tablette électronique, avant de poser sur elle un regard dénué de toute émotion. « Madame, ce véhicule appartient au parc automobile du groupe de transport Marcel et Adrienne. » expliqua-t-il d'une voix calme, qui ne fit qu'accentuer la fureur de ma belle-fille. Un ordre de saisie conservatoire a été émis cette nuit pour violation flagrante des conditions d'utilisation et abus de biens sociaux. Nous avons instruction de rapatrier le véhicule au siège immédiatement. Margot resta la bouche bécante, le souffle court. Abus de biens. Mais c'est ridicule, mon mari étant le directeur, balbutia-t-elle en cherchant du regard mon fils Bastien. Celui-ci apparut enfin sur le perron, l'air hagard encore en pyjama. Il regardait sa voiture préférée s'élever dans les airs avec un sentiment d'impuissance totale. L'agent de sécurité ne lui laissa pas le temps de protester. « Monsieur, votre accès au compte de l'entreprise a également été suspendu », ajouta-t-il en tendant un document officiel. « Tout matériel appartenant à la holding doit être restitué sans délai. » Le camion s'ébranla, les pneus crissant sur le gravier, emportant avec lui une grande partie de l'ego de ma belle-fille. Elle regarda la voiture disparaître derrière le grand portail en fer forgé, sentant pour la première fois que le sol se dérobait sous ses pieds. Elle n'avait pas encore eu le temps de reprendre ses esprits qu'une camionnette de livraison s'arrêta devant elle. C'était le fleuriste qui apportait les compositions pour le déjeuner du lendemain. « C'est pour la commande de madame », dit le jeune homme en sortant des brassées de lys blanc et de roses anciennes. « Il y en a pour 700 € frais de livraison inclus. » Margot, cherchant désespérément à reprendre contenance devant les employés de la maison, qui commençaient à observer la scène depuis les fenêtres de la cuisine, sortit sa carte de crédit de sa poche. « Tenez !» lâcha-t-elle avec dédain, espérant que ce geste rétablirait son autorité. Mais après 2 tentatives, le petit appareil de paiement émit un bip sonore désagréable. « Paiement refusé, madame », annonça le livreur, avec une pointe d'agacement. « Vous voulez essayer une autre carte ?» Margot essaya sa 2e carte, puis sa 3e, ses mains, tremblant de plus en plus violemment. « C'est impossible! Il y a une erreur de la banque, c'est certain !» s'exclama-t-elle, la voix montant dans les aigus. Mais le résultat fut le même. Chaque carte, chaque ligne de crédit qu'elle pensait posséder avait ôte et gelé d'un seul coup. Le livreur, ne voulant pas perdre son temps, remballa ses fleurs dans la camionnette. « Désolée, madame, mais pas de paiement, pas de fleurs. Je ramène tout à la boutique. » Il remonta dans son véhicule et partit en trombe,
laissant Margot seule au milieu de la cour, les mains vides et le visage décomposé par l'humiliation. Elle se tourna vers mon fils Bastien, qui était resté sur le perron les yeux fixés sur l'écran de son téléphone portable qu'il venait de consulter. « Bastien fait quelque chose !» cria-t-elle en remontant vers lui. « Appelle la banque, dis-leur que c'est une erreur grotesque. Appelle ton avocat !» Mon fils leva les yeux vers elle, et pour la première fois je vis une lueur de véritable terreur dans son regard. « Je ne peux pas, Margot !» murmura-t-il d'une voix brisée. « Je viens de recevoir un message officiel du conseil d'administration. Je suis suspendu de mes fonctions. À titre conservatoire. Il y a une enquête interne pour détournement de fonds et falsification de documents. Ils disent que ma signature apparaît sur des prêts privés, que je n'ai jamais contractés. » Il la regarda avec une soudaine suspicion. « Margot, qu'est-ce que tu as fait ? De quoi parle-t-il dans cet email ?» Ma belle-fille ne répondit pas. Elle sentait l'étau se resserrer. Elle repensa aux 43 000 € qu'elle avait empruntés en imitant la signature de Bastien pour financer ses caprices. Elle pensait avoir le temps de rembourser, elle pensait que personne ne s'en rendrait compte avant que sa galerie ne devienne un succès mondial. Elle ne savait pas que j'avais tout vu, que j'avais chaque preuve, chaque relevé, chaque témoignage. Elle se détourna, refusant d'affronter le regard de son mari, et se dirigea vers la grande porte d'entrée. C'est là qu'elle le vit. Un document blanc frappé d'un tampon officiel bleu et rouge avait été collé directement sur le bois précieux de la porte à Waterdieu. Elle s'approcha le cœur battant à tout rompre. C'était une mise en demeure, un avis de saisie et de recouvrement de créances impayées. Son nom, Margot, y était écrit en toutes lettres bien en évidence pour que quiconque passerait par là puisse le lire. Le document détaillait une liste de dettes accumulées auprès de fournisseurs de luxe, de traiteurs et de bijoutiers des sommes astronomiques qu'elle avait cachées à tout le monde. La clause de solidarité familiale était invoquée, rendant la situation encore plus catastrophique pour le couple. « Non, ce n'est pas possible !» chuchota-t-elle en tentant d'arracher le papier, mais celui-ci était solidement fixé comme une marque d'infamie indélébile. Le silence de la campagne bordelaise fut alors brisé par un bruit de pas lent et régulier sur le gravier. Un homme en costume sombre portant une serviette en cuir usé mais de grande qualité montait l'allée. C'était Maître Beaumont. Il s'arrêta au pied des marches, retirant son chapeau avec une politesse glaciale. Il ne regarda même pas les débris de la vie de luxe qui jonchaient la cour. Son regard se posa directement sur Margot, qui se tenait sur le seuil, la vie de saisie à la main. « Monsieur, madame !» dit-il d'une voix qui résonna comme une sentence de tribunal. « Je suis Maître Beaumont, mandataire de la holding Marcel et Adrienne. » Margot tenta une dernière fois de faire front, redressant le menton malgré ses larmes de rage. « On sait qui vous êtes !» cracha-t-elle. « Vous n'avez rien à faire ici. Cette maison est privée. Partez ou j'appelle la gendarmerie. » Beaumont ne sourit pas, il ne s'énerva pas. Il ouvrit simplement sa serviette et en sortit un document relié de bleu scellé par un cachet de cire. « Je crains que vous ne fassiez erreur, madame, » répliqua-t-il calmement. « Je ne suis pas ici pour discuter. Je suis ici pour vous signifier une ordonnance d'expulsion immédiate et définitive. Vous avez 2 heures pour rassembler vos effets personnels. Passé ce délai, tout ce qui se trouve dans cette enceinte sera placé sous séquestre. » Il tendit le papier à Bastien, qui le prit d'une main tremblante. Le titre en gras ne laissait place à aucun doute. Ordre d'expulsion d'urgence pour violation des clauses de dignité familiale. Le cri de ma belle-fille Margot déchira le calme de la matinée, un hurlement strident qui fit s'envoler les oiseaux nichés dans les grands cèdres du parc. « C'est une plaisanterie !»
Une erreur administrative grotesque !» hurla-t-elle en brandissant le document bleu devant le visage de maître Beaumont le notaire. Elle tremblait de tout son corps, une fureur mêlée d'incrédulité lui empourprant le cou. « Cette maison est à mon mari. C'est la demeure des Bastiens. Vous ne pouvez pas nous expulser de notre propre foyer. Je vais appeler le préfet. Je vais vous faire rayer du barreau pour cet affront. » Elle faisait les 100 pas sur le perron, ses talons hauts, claquant avec une violence désespérée sur la pierre de taille. Maître Beaumont ne recula pas d'1 millimètre. Il ajusta simplement ses lunettes. Sur son nez, son regard restant d'une neutralité glaciale. « Je crains que votre compréhension de la situation ne soit erronée, madame, » répliqua-t-il d'une voix posée, qui semblait pétrifier l'air ambiant. « Cette villa, ainsi que le domaine de 18 hectares qui l'entoure, appartient exclusivement au groupe Marcel et Adrienne. Votre époux, mon fils Bastien, n'est ici qu'un occupant à titre précaire, un privilège qui lui était accordé sous réserve du respect strict des clauses morales de la holding. En portant la main sur la présidente de ce groupe et en l'insultant publiquement hier soir, vous avez déclenché la révocation automatique de ce droit d'usage. Mon fils Bastien, qui était resté prostré contre le chambranle de la porte, parut soudain se réveiller d'un long cauchemar. Il s'avança, le visage livide, les traits tirés par une compréhension brutale et douloureuse. « La présidente du groupe, » murmura-t-il, sa voix n'étant plus qu'un souffle brisé. « Maître Beaumont, de quoi parlez-vous? Ma mère est ruinée. Elle vit dans un petit appartement de banlieue. Elle n'a plus rien depuis la mort de mon père. » Le notaire se tourna vers lui avec une pointe de tristesse dans les yeux, la pitié d'un vieil homme pour un fils qui n'a pas su voir la valeur de sa propre lignée. « Votre mère, monsieur, n'a jamais été ruinée. Elle a simplement voulu voir si vous l'aimiez pour elle-même ou pour ce qu'elle possédait. Je crains que le test ne soit concluant. » Bastien s'effondra sur les marches de pierre, sa tête entre ses mains. Le choc de la vérité le frappait plus fort que n'importe quelle perte matérielle. Il réalisait enfin que la pauvreté de sa mère n'était qu'un décor, un miroir tendu à sa propre médiocrité. Mais ma belle-fille Margot n'avait pas de temps pour les remords ou les prises de conscience. Son esprit pratique et cupide cherchait déjà une issue, un moyen de contourner cette réalité qui l'écrasait. Elle saisit son téléphone portable avec une frénésie sauvage, ses doigts, aux ongles parfaitement manucurés, pianotant sur l'écran. « Je vais l'appeler », s'écria-t-elle, une lueur de démence dans le regard. « Cette vieille folle ne peut pas nous faire ça. Elle va retirer sa plainte, elle va nous rendre nos droits. Adrienne, réponds-moi, espèce de harpie. » À quelques kilomètres de là, dans la suite de mon hôtel, je regardais mon téléphone vibrer sur la table de chevet en acajou. Le nom de Margot s'affichait avec une insistance presque obscène. Je pris une gorgée de mon thé noir, sentant la chaleur de la boisson descendre dans ma gorge, mais je ne décrochais pas. Je n'avais plus rien à lui dire. Tout ce qui devait être dit l'avait été par ma présence silencieuse dans sa cuisine et par la gifle qu'elle m'avait donnée. Le silence était désormais ma réponse. J'éteignis l'appareil et me tournai vers la fenêtre, observant le ciel de Bordeaux, qui se teintait d'un bleu profond. Pendant ce temps, à la villa, le cauchemar de Margot passait à la phase suivante. 2 camions de déménagement banalisés venaient de franchir le grand portail, suivis d'une équipe de 4 hommes, en uniforme gris. Sous les ordres de maître Beaumont, ils commencèrent à sortir les premiers cartons de la maison. Les voisins des propriétés voisines, alertés par les cris et le remue-ménage, commençaient à s'agglutiner derrière leur clôture, les murmures et les regards curieux pesant lourdement sur la scène. C'était l'humiliation finale, voir ces secrets de famille
étalée sur le trottoir devant toute la haute société bordelaise qu'elle avait tant essayé d'impressionner. « Ne touchez pas à ça !» hurla-t-elle en essayant d'arracher un coffret à bijoux des mains d'un déménageur. L'homme s'arrêta et regarda le notaire. Maître Beaumont s'approcha un inventaire à la main. « Madame, ce coffret et tout ce qu'il contient ont été identifiés comme ayant été acquis avec des fonds détournés de la holding ou font l'objet de factures impayées auprès de la maison Cartier et de la bijouterie Lemoine. Ces objets sont saisis comme garantie conservatoire. » Il ouvrit le coffret devant elle, révélant les colliers et les bracelets que Margot portait la veille avec tant d'arrogance. « D'ailleurs, ajouta-t-il d'un ton sec, la plupart de ces pièces sont des modèles d'exposition qui n'ont jamais été réglés. Vous n'êtes pas la propriétaire de ces bijoux, vous n'en êtes que la dépositaire indélicate. » Les déménageurs continuèrent leur office, sortant les robes de créateurs, les chaussures de luxe et les sacs à main que Margot accumulait comme des trophées de guerre. Tout était déposé sans ménagement sur le gravier à la vue de tous. Les valises s'empilaient, formant une montagne de vanité déchue. Mon fils Bastien regardait ce spectacle sans bouger, comme vidé de toute substance. Il voyait sa vie entière se disloquer sous ses yeux, réalisée sur un mensonge qu'il n'avait pas eu la force de percer. Soudain, ma belle-fille Margot se redressa. Elle essuya ses larmes d'un revers de main, un masque de défi froid, remplaçant son expression de panique. Elle regarda Maître Beaumont, puis les voisins qui l'observaient, et enfin son mari prostré. « Vous croyez m'avoir brisée ?» lança-t-elle sa voix retrouvant une assurance venimeuse. « Vous n'êtes qu'un vieil homme de loi poussiéreux, et Adrienne n'est qu'une relique du passé. Je n'ai pas besoin de cette maison moisie. J'ai des alliés que vous ne pouvez même pas imaginer. » Elle sortit une carte de visite dorée de son sac à main, la seule chose qu'elle avait réussi à garder. « J'ai rendez-vous demain à Paris avec la négociatrice du Fonds de dotation internationale, une représentante personnelle de la négociatrice de l'excellence. Elle a déjà accepté de financer ma galerie à hauteur de 2 millions d'euros. Avec cet argent, je rachèterai votre holding de transport morceau par morceau et je vous jetterai tous à la rue. » Elle jeta un dernier regard de mépris vers la villa, saisit une de ses valises qui traînait au sol et se dirigea vers le portail marchant tête haute, malgré le chaos qu'elle laissait derrière elle. « Viens, Bastien. Ne reste pas là à pleurer sur les ruines. L'avenir nous appartient. » Mais Bastien ne bougea pas. Il restait assis sur les marches de sa maison perdue, le regard fixe, tandis que sa femme s'éloignait vers une chimère qu'elle croyait être son salut. Ma belle-fille Margot n'était pas femme à s'avouer vaincue, même avec les débris de sa vie étalés sur un trottoir de Bordeaux. Pour elle, la dignité n'était qu'une question d'apparence, une armure de tissu et de maquillage qu'elle pouvait racheter au prix fort. Elle utilisa ses derniers billets des économies qu'elle avait cachés dans une doublure de sac à main pour louer une suite dans un hôtel de luxe parisien et s'offrir les services d'un coiffeur à domicile. Elle devait être parfaite pour son rendez-vous avec le destin. Elle loua également une robe de haute couture, une pièce unique d'un bleu nuit profond, qui lui coûta 3 000 € pour une seule journée. Elle se regardait dans le miroir ignorant les cernes sous ses yeux et le tremblement de ses mains persuadée que son charme et son arrogance suffiraient à convaincre le mystérieux mécène de la sauver de la ruine. Pendant que sa femme se préparait pour ce qu'elle croyait être son triomphe, mon fils Bastien errait dans les rues de Paris comme une âme en peine. Il avait fini par se rendre à mon ancien appartement de banlieue, espérant y trouver un refuge ou peut-être un pardon qu'il ne méritait pas encore. Mais quand il poussa la porte qu'il avait gardée, grâce à son double des clés, il ne trouva qu'un espace vide et silencieux.
L'appartement était dépouillé propre, sans aucune trace de la peau Goya. Pauvreté que j'y avais mise en scène. Il n'y avait plus de vieux meubles, plus de machines à laver bruyantes, plus d'odeur de savon de Marseille. Au milieu de la pièce vide, sur le parquet ciré, seule une enveloppe blanche l'attendait. Il l'ouvrit d'une main tremblante et y trouva un simple mot. La vérité ne se cache plus dans l'ombre, Bastien. Elle t'attend au bureau de la présidence, au dernier étage de la tour. Ma belle-fille Margot arriva devant l'imposant siège social de la holding, une tour de verre et d'acier qui dominait le quartier de l'Opéra. Elle descendit d'un taxi avec une assurance feinte, redressant les épaules et ajustant son sac à main. Les agents de sécurité à l'entrée qui la connaissaient tellement bien pour l'avoir vue, accompagner mon fils autrefois, la regardèrent passer avec une expression mélangeant la pitié et l'ironie. Elle ne remarqua pas leur chuchotement. Elle traversa le hall de marbre, ses talons claquants, avec une autorité retrouvée, et s'engouffra dans l'ascenseur privé, menant au bureau de la direction. Elle répétait mentalement son discours, une présentation qu'elle avait préparée sur sa tablette pleine de mots pompeux comme synergie, luxe éthique et expansion mondiale. Elle était convaincue qu'elle allait devenir la nouvelle icône de la mode parisienne. Arrivée au dernier étage, le silence était presque intimidant. Les moquettes épaisses étouffaient le moindre bruit, et l'air sentait le cuir et le parfum coûteux. Elle fut accueillie par une secrétaire qu'elle n'avait jamais vue, une femme d'un certain âge élégante, et dont le regard semblait lire à travers elle. « Je suis Madame Margot. J'ai rendez-vous avec la direction pour le financement de mon projet de galerie, » déclara-t-elle en posant sa tablette sur le comptoir en acajou. La secrétaire lui adressa un sourire poli mais indéchiffrable. « Bien sûr, madame. La présidence vous attend. Veuillez patienter quelques instants dans le petit salon. » Margot s'installa dans un fauteuil en cuir, croisant les jambes avec une élégance étudiée, ignorant que chaque caméra de surveillance de la pièce retransmettait son image directement sur mon écran de contrôle. Dans le salon d'attente, ma belle-fille Margot ne pouvait rester en place. Sa curiosité, doublée d'une nervosité croissante, la poussa à se lever pour examiner les œuvres d'art accrochées au mur. Elle s'approcha du grand bureau de la secrétaire, qui s'était absentée un instant pour annoncer son arrivée. C'est là qu'elle le vit posé bien en évidence, sur un sous-main en cuir, un dossier rouge, marqué du sceau de la direction financière. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle lut son propre nom sur l'étiquette. Elle ne put s'empêcher de jeter un coup d'œil à l'intérieur. Les documents étaient accablants. Le contrat de prêt de 43 000 €, avec la signature falsifiée de mon fils Bastien. Les relevés de comptes secrets qu'elle avait ouverts en Suisse, et même des photographies d'elle rencontrant des créanciers louches dans des cafés discrets. Une sueur froide perla sur son front. Elle referma le dossier d'un geste brusque, comme si le papier pouvait la brûler. Elle réalisa soudain que le mécène qui l'avait attiré ici en savait beaucoup plus qu'il ne le laissait paraître. Mais son ambition était telle qu'elle refusa d'envisager le piège. Elle se convainquit que c'était une procédure normale de vérification, une étape nécessaire avant le versement des fonds. Elle reprit sa place, tentant de calmer les battements erratiques de son cœur, tout en serrant nerveusement son dossier de présentation contre elle. Elle se sentait comme une reine sur le point d'être couronnée, alors qu'elle n'était qu'une condamnée marchant vers l'échafaud de sa propre vanité. La porte monumentale du bureau de la présidence, faite d'un bois sombre et précieux, s'ouvrit enfin avec un léger déclic pneumatique. La secrétaire réapparut, se tenant droite et immobile. Elle fit un geste de la main vers l'intérieur de la pièce baignée de lumière, où les larges baies vitrées offraient une vue imprenable
sur les toits de Paris et la tour Eiffel qui se dressait fièrement au loin. « La présidente est prête à vous recevoir maintenant, madame, » dit-elle d'une voix neutre presque machinale. « Elle a été très patiente et elle vous attend depuis très longtemps. » Margot se leva, lissa sa robe de location et prit une grande inspiration, tentant de retrouver son masque de femme d'affaires impitoyable. Elle franchit le seuil ses pas, s'enfonçant dans le tapis moelleux, sans se douter que derrière cette porte, sa vie de mensonge allait s'effondrer, une fois pour toutes. Ma belle-fille Margot pénétra dans le bureau directorial avec la raideur d'une femme qui joue son va-tout. Ses yeux balayèrent la pièce, s'arrêtant sur les meubles en palissandre, les tableaux de maître, et la vue imprenable sur la capitale. La tour Eiffel semblait à portée de main, étincelante, sous le soleil de l'après-midi. Au centre de cette démesure, un grand fauteuil en cuir noir était tourné vers la baie vitrée, cachant l'occupant. Une main fine, aux doigts longs et assuréens, tenait un verre de cristal rempli d'un vin rouge sombre, presque pourpre. C'était exactement le même cru, le même nectar, que celui qui avait maculé la robe de ma belle-fille, 2 jours plus tôt. « Approchez, Margot », dis-je d'une voix calme sans me retourner. Ma voix résonna dans le silence feutré du bureau. Une voix que ma belle-fille connaissait trop bien, mais qu'elle n'avait jamais entendue, avec une telle autorité. Elle s'immobilisa au milieu de la pièce, son dossier de présentation serré contre sa poitrine, comme un bouclier dérisoire. J'entendis son souffle s'accélérer, le bruit de ses talons, qui s'enfonçaient dans le tapis de haute laine. Je fis alors pivoter mon fauteuil avec une lenteur calculée. Elle poussa un cri étouffé, ses genoux heurtant le sol avant même qu'elle ne puisse réaliser ce qui lui arrivait. Je me tenais là devant elle vêtue d'un tailleur en soie Hermès, d'un gris perle impeccable. Mon chignon n'était plus celui d'une vieille femme négligée, mais celui d'une dirigeante qui commande des milliers d'hommes. Mes lunettes en or reposaient sur mon nez et mon regard lucide et impitoyable se planta dans le sien. « Tu m'as dit d'aller balayer les ordures, Margot, » commençai-je, en posant mon verre sur le bureau avec une précision chirurgicale. « Je t'ai écouté. J'ai fait le ménage. Et il s'avère que les ordures, c'était toi. » Ma belle-fille Margot balbutia des mots incohérents, son visage passant par toutes les nuances du livide. « Mais, Adrienne, maman, ce n'est pas possible. Tout cet argent, l'appartement... » Elle semblait sur le point de s'évanouir. Je saisis alors le dossier rouge que maître Beaumont avait préparé et je le jetai sur la table basse devant elle. Les documents s'éparpillèrent et le relevé de sa dette de 43 000 €, les preuves de sa signature falsifiée, au nom de mon fils Bastien, et les relevés de ses dépenses somptuaires, effectuées avec l'argent destiné aux soins de la villa. Tu pensais que j'étais une ombre, une relique encombrante dont on se débarrasse avec une gifle et une insulte publique, continuai-je d'une voix qui ne tremblait pas. Mais tu as oublié que c'est moi qui ai appris à Marcel comment bâtir cet empire. Tu n'es qu'une petite joueuse, Margot. Tu as voulu entrer dans la cour des grands, en trichant, en volant l'homme que tu prétends aimer, et en méprisant celle qui t'a ouvert les portes de sa maison. Tu as contracté des dettes, en croyant que le nom des Bastiens te protégerait éternellement. Mais ce nom, c'est moi qui le porte, pas toi. Je me levai lentement, faisant le tour de mon immense bureau, pour m'approcher d'elle. Elle était là, prostrée au sol, sa robe de location, à 3 000 € froissée contre le tapis. Elle n'était plus la reine de la mode, elle n'était plus rien qu'une femme prise au piège de sa propre cupidité. « Tu sais ce qui me blesse le plus, Margot ?» repris-je en me penchant vers elle. Ce n'est pas la gifle, ce n'est pas le vin sur mon visage. C'est la façon dont tu as traité mon fils Bastien.
Tu l'as réduit à l'état de pantin, tu as utilisé sa faiblesse pour nourrir tes ambitions de papier mâché. Ma belle-fille Margot releva soudain la tête, une lueur de haine désespérée brillant encore dans ses yeux mouillés de larmes. Et alors, cria-t-elle perdant toute contenance, « Qu'est-ce que ça change, Bastien m'aime. Il me pardonnera tout, il est trop faible pour me quitter. Il a besoin de moi pour exister. Ton argent ne pourra jamais acheter son amour pour moi. Il restera avec moi même si nous devons vivre dans le caniveau. » Je souris tristement. C'était le moment du coup de grâce, celui que j'avais préparé avec la précision d'un horloger. « Tu en es vraiment sûre, ma chère ?» demandai-je doucement. Je fis un signe de la main vers la porte dérobée qui menait à mon salon privé. La porte s'ouvrit en grinçant légèrement. Mon fils Bastien sortit de l'ombre, le visage ravagé par la douleur et la honte. Il tenait à la main un petit enregistreur numérique que Maître Beaumont lui avait remis. Il avait tout entendu. Chaque mot, chaque insulte, chaque aveu sur sa prétendue faiblesse et le fait qu'elle l'utilisait comme un simple outil financier. Il s'approcha de sa femme, son regard n'étant plus rempli de soumission, mais d'un dégoût profond. « Bastien !» murmura Margot en tentant de saisir sa main. « Je peux tout expliquer. » C'était la panique. Je ne le pensais pas. Mon fils retira sa main comme s'il craignait une brûlure. « Ne me touche plus jamais, Margot !» lança-t-il d'une voix sourde mais ferme. « J'ai cru tes mensonges pendant des années. J'ai laissé ma mère vivre dans ce que je croyais être la misère parce que j'avais peur de te contrarier. Mais j'ai enfin vu ton vrai visage. Et ce visage me fait horreur. » Il se tourna vers moi, les larmes coulant enfin sur ses joues. « Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. » Je posai ma main sur l'épaule de mon fils Bastien, sentant ses tremblements s'apaiser. Maître Beaumont entra alors dans la pièce, portant une mallette en cuir. Il posa 2 documents sur le bureau à côté du verre de vin. « Voici les conditions de votre sortie, madame, » déclara le notaire d'un ton sec. Un acte de divorce par consentement mutuel, une reconnaissance de dette pour les 43 000 € détournés et un abandon total de toute prétention sur les biens de la famille Bastien. Vous signez maintenant, ou nous appelons le procureur qui vous attend au rez-de-chaussée pour falsification et escroquerie. » Margot regarda les papiers, puis le stylo plume en or que je lui tendais. Elle n'avait plus d'issue. Elle n'avait plus de mécènes, plus de maisons, plus de maris, et bientôt plus de liberté, si elle refusait de coopérer. Elle saisit le stylo, sa main tremblant, tellement que sa signature n'était plus qu'une rature illisible, mais légale. Elle jeta le stylo sur le bureau et se releva, tentant une dernière fois de sauver les apparences, en redressant sa veste. « Vous êtes des monstres !» siffla-t-elle entre ses dents. « Je n'ai pas fini de parler de vous. Le ménage est terminé, Margot. » répondis-je en me rasseyant dans mon fauteuil de présidente. « Maintenant, sors de mon bureau, sors de mon entreprise et sors de nos vies. La sécurité t'escortera jusqu'à la porte. Et n'oublie pas de rendre cette robe au magasin de location, elle ne t'appartient pas, tout comme rien ici ne t'a jamais appartenu. » Je la regardais quitter la pièce flanquée de 2 agents de sécurité massifs, et je sentis un poids immense quitter ma poitrine. La vérité avait enfin éclaté, et le silence qui retomba sur le bureau était celui de la paix retrouvée. Le scandale ne tarda pas à éclater dans les colonnes des journaux à potins de la capitale. Dès le lendemain matin, les gros titres s'étalaient en devanture des kiosques parisiens, la chute de la baronne de la mode, ou encore l'escroquerie de la villa de Bordeaux. Ma belle-fille Margot était devenue, en l'espace de quelques heures, la risée de tout ce qu'elle avait tant cherché à séduire. On voyait des photos d'elle, les cheveux défaits, quittant l'immeuble de la holding, avec ses sacs de luxe à la main, escortée par des agents de sécurité.
Toute la haute société, qui l'avait applaudi 2 jours plus tôt, tournait désormais le dos avec une cruauté que seule l'élite sait manifester. Elle avait voulu la célébrité à tout prix, elle l'avait obtenue, mais sous la forme d'une infamie indélébile qui la poursuivrait bien au-delà des frontières de la ville. Je restais un moment seul dans mon bureau regardant ces journaux sans aucune satisfaction. Ce n'était pas la haine qui m'animait, mais un immense sentiment de lassitude. Mon mari Marcel m'avait toujours dit que le monde était un théâtre, mais je n'aurais jamais pensé que la pièce finirait sur une note aussi amère pour notre famille. Mon fils Bastien était resté assis dans le petit salon attenant la tête basse, le regard perdu dans le vide. Il n'avait pas quitté l'immeuble de la nuit. Il semblait avoir enfin compris que le luxe qu'il affichait n'était qu'un château de cartes construit sur le mensonge de son épouse et sur son propre silence. Il se leva enfin et s'approcha de moi, ses pas étant lourds de tous les remords qu'il portait. « Maman, commença-t-il d'une voix brisée, je ne sais pas si je pourrai jamais te regarder en face, sans avoir honte de moi-même. » Il tomba soudain à genoux devant mon bureau, ses mains agrippant le rebord du bois sombre. Il pleurait sans retenue de grosses larmes qui s'écrasaient sur le cuir de mon sous-main. J'ai été aveugle, j'ai été lâche. J'ai laissé cette femme te bafouer, je t'ai cru dans le besoin. Et je n'ai rien fait pour t'aider. Je ne mérite pas ton pardon, maman. Je ne mérite même plus de porter le nom de mon père. Je posai ma main sur sa tête, sentant ses cheveux sous mes doigts, et je retrouvai un instant l'image du petit garçon qu'il avait été autrefois, avant que l'ambition mal placée ne vienne corrompre son cœur. « Relève-toi, Bastien », répondis-je doucement, sans pour autant masquer la sévérité de ma voix. Le pardon ne s'obtient pas en s'agenouillant sur un tapis de soie. Il s'obtient en changeant de vie. Il se redressa péniblement, essuyant ses joues du revers de sa manche. « L'argent est une épreuve terrible, mon fils. Il a révélé le vide de Margot, mais il a aussi révélé ta propre fragilité. La leçon la plus chère, c'est celle que tu viens de payer avec tes propres larmes et la perte de tes illusions. Ton père n'aurait pas voulu te voir ainsi. Il aurait voulu que tu apprennes que la véritable richesse, c'est la dignité, pas le solde d'un compte en banque. » Nous restâmes un long moment en silence, observant le soleil, qui commençait sa descente vers l'horizon, embrasant les toits de Paris de reflets cuivrés. Je pris alors une décision que je mûrissais depuis l'expulsion de la villa de Bordeaux. Je me tournai vers le notaire Maître Beaumont, qui était resté discret dans un coin de la pièce. Maître Beaumont veuillait préparer les documents pour la création d'une fondation. La villa de Bordeaux ne sera plus une résidence privée. Elle deviendra un centre d'accueil et de reconstruction pour les femmes qui ont été abusées, trompées ou ruinées par des manipulateurs. Je veux que chaque pierre de cette demeure serve désormais à réparer ce que des gens comme Margot ont essayé de briser. Maître Beaumont hocha la tête avec une lueur d'approbation dans les yeux. « C'est une décision magnifique, madame. Cela honorera la mémoire de votre mari Marcel bien plus que n'importe quelle réception mondaine. » Il commença à griffonner des notes sur son carnet, calculant déjà les fonds nécessaires pour transformer la propriété. Mon fils Bastien me regarda avec une expression de surprise mêlée de respect. « Tu vas vraiment donner la villa à maman ?» demanda-t-il timidement. « Je ne la donne pas, Bastien, je lui rends son âme. » répliquai-je en posant ma tasse de thé sur la table. Elle était devenue un mausolée de la vanité. Elle va devenir un refuge pour l'espoir. C'est le seul moyen de laver l'affront de cette gifle. Quelques semaines plus tard, la paix était enfin revenue dans nos vies. J'avais repris mon appartement de banlieue, non pas par nécessité, mais parce que j'y aimais la simplicité et le souvenir des jours tranquilles.
Mais ce soir-là, nous étions ensemble sur la terrasse de notre penthouse, au cœur de Paris. L'air était doux, parfumé par les fleurs de jasmin que j'avais fait planter dans les bacs de pierre. Mon fils Bastien s'occupait de verser le thé ses gestes, étant redevenu calme et respectueux. Il avait recommencé à travailler à la holding, mais à un poste plus modeste, apprenant les rouages de l'entreprise comme un simple stagiaire, sous la surveillance étroite de Maître Beaumont. Il n'avait plus besoin de voiture de sport pour se sentir exister. Nous parlions de Marcel, de ses rires, de ses colères et de son amour indéfectible pour notre famille. C'était comme si sa présence nous enveloppait, nous protégeant contre les tempêtes du monde extérieur. Je regardais les lumières de la ville qui commençaient à scintiller une à une comme des diamants posés sur un écrin de velours noir. Je n'étais plus la mère pauvre que Margot méprisait, ni seulement la Pounane, toute puissante que les actionnaires craignaient. J'étais redevenue Adrienne, une femme libre, une femme qui avait su protéger l'héritage moral de son mari, au prix d'un combat silencieux et douloureux. Je portais ma tasse à mes lèvres, sentant la chaleur du thé me réconforter. La bague de famille brillait à nouveau à mon doigt, sans gants pour la cacher, mais son éclat ne m'aveuglait plus. Elle était simplement le témoin d'une histoire qui se terminait bien, une histoire de justice et de vérité. Margot était partie, son souvenir s'effaçant déjà, comme une mauvaise herbe arrachée d'un jardin fertile. Bastien lui était revenu vers moi plus fort et plus conscient de sa chance. La vie nous offrait une seconde chance, une aube nouvelle sur les toits de Paris. Je posai ma main sur celle de mon fils et nous restâmes là en silence à regarder la ville s'endormir sous nos yeux. Le passé était derrière nous et l'avenir nous appartenait enfin dépouillé des artifices et des trahisons. J'avais accompli ma mission, j'avais balayé les ordures et la maison était enfin propre. C'était la fin d'un long voyage et le début d'une nouvelle tranquillité que rien ne pourrait plus troubler. J'étais en paix avec moi-même, avec Marcel et avec le monde. Si vous aviez été à ma place, auriez-vous agi de la même manière? Auriez-vous pardonné à votre fils, après tout ce temps? Ou l'auriez-vous laissé affronter seul les conséquences de sa faiblesse? Le pouvoir de l'argent est grand, mais celui de la famille est éternel. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Votre avis compte beaucoup pour moi.